Bonsoir. Bienvenue dans Conversation chez La Pérouse, une émission animée avec brio par moi-même. Mais avec brio et aussi avec Richard Malka, pour son livre Après Dieu, aux éditions Stock, dans la collection. Une nuit au musée. Bravo! Ah, j'ai tout bon là. C'est un sans faute. Ça fait plaisir de recevoir des professionnels de l'éloquence. Bonsoir Richard, vous êtes devenu célèbre malgré vous, il y a 10 ans à peu près, oui, lorsqu'il y a eu cet attentat le 7 janvier 2015 qui a décimé la rédaction de Charlie Hebdo. Mais vous étiez l'avocat de Charlie Hebdo depuis 1992, donc là ça fait vraiment combien, 33 ans, 33 ans, comme l'âge du Christ. Et ça fait 33 ans que vous défendez ce journal de liberté, d'impertinence, de provocation. Vous n'êtes jamais fatigué de défendre ces valeurs-là? Si. Si, parfois il y a une lassitude qui s'installe parce qu'en fait, au fil des procès et des interventions médiatiques et des articles et des livres et des promotions en France et ailleurs et des conférences, je sais pas, je dois répéter des centaines de fois les mêmes arguments. Qu'est-ce que c'est que le respect, le dévoiement de cette notion? Pourquoi la liberté d'expression? Pourquoi c'est nécessaire, le droit au blasphème? Pourquoi c'est si important tout ça? De se moquer, de pouvoir se moquer librement. De pouvoir rire, Oui. et en particulier des religions, de toutes les puissances en général, de tous les totems, de tous les tabous. Il faut recommencer 1000 fois, en fait. Oui. Et donc, on se fatigue soi-même à s'entendre, à s'écouter. Mais à chaque fois, je me dis que si j'arrive à convaincre ne serait-ce qu'une personne, bah, c'est déjà énorme. Et puis, c'est pas seulement répéter sans cesse des principes fondamentaux de la démocratie. C'est aussi un inconvénient majeur, c'est que depuis 10 ans, vous êtes sous protection policière. Et ici même, nous sommes gardés par des personnes bien plus musclées que moi. Vous étiez venu me voir à Guétari, au Madrid, et je me souviens, il y avait déjà des policiers qui surveillaient. C'est constamment, c'est comme ça, votre vie. Donc, vous ne pouvez plus rien improviser, en fait. C'est ça, là, ce qui a changé. Alors ça, oui, l'improvisation a un peu disparu de ma vie et c'est un manque. Ça fait partie de ce que j'ai perdu, cette légèreté, l'insouciance parfois, de sortir au milieu de la nuit. Oui, surtout que vous êtes plus jeune que moi. C'est assez agaçant, d'ailleurs. Hein. Oui, peut-être, mais... Donc vous êtes contraint de vivre comme un moine à cause de... Non, quand même pas. Alors, parfois quand même, on s'échappe. Oui. Bon, parfois, on leur fausse compagnie, mais il ne faut pas trop le dire. C'est pour ça que j'hésite à en parler à ce micro. Ne le dites pas, ne le dites pas. Alors, vous avez donc défendu Charlie Hebdo avant les attentats. Il y avait une plaidoirie fameuse au moment du procès des caricatures de Mahomet, avant l'attentat, en 2007, qui est devenu un film, C'est dur d'être aimé par des cons, et puis un livre, Éloge de l'irrévérence, qui était en 2019. Exact. Donc déjà, vous aviez commencé à réfléchir, écrire sur cette question, défendre Charlie. Puis il y a eu l'attentat. Et là aussi... Et d'ailleurs, il n'y a eu pas seulement l'attentat du 7 janvier. On oublie ça, mais il y a eu un attentat le 2 novembre 2011 déjà. Exact. Un cocktail Molotov qui avait complètement détruit la rédaction de Charlie Hebdo. Oui. 4 ans avant le meurtre de masse, quoi. Il y a eu une décennie qui a été vraiment très, très, très compliquée. Et au milieu de cette décennie tragique, c'est effectivement 2010-2020. Où là, entre 2010 et 2015, on se sent de plus en plus seul, de moins en moins compris. On nous explique qu'il faut être responsable. C'est la décennie du « mais ». Oui, vous avez le droit à la liberté d'expression, mais enfin, faut faire attention, il ne faut pas blesser, il ne faut pas heurter, il faut respecter. Tous ces « mais » complètement aberrants qui, en fait, visent à supprimer la liberté d'expression. Mais sans que les gens s'en rendent compte et avec plein de bons sentiments. C'est ça qui est très déroutant.
Et vous avez senti que ça montait? Ah oui, ça, moi, j'ai senti vraiment que ça montait, parce que même en 2006-2007, au moment des caricatures de Mahomet, il y a quand même plein de gens autour de nous encore. Il y a François Hollande qui vient témoigner, il y a François Bayrou qui vient témoigner, il y a Nicolas Sarkozy qui nous envoie une lettre, il y a une partie de la gauche qui est quand même toujours derrière nous, derrière la liberté de critique des religions, ce qui est quand même en partie son ADN. Et puis, on va se retrouver de plus en plus seul, de plus en plus attaqué. Et puis, il y a eu l'attentat, le massacre. Et là, pour beaucoup, on se dit, bon, bah là, il va y avoir une prise de conscience. Il y a la manifestation du 11 janvier. Moi, j'y ai jamais cru. La manifestation du 11 janvier, donc mais y a 3 jours après il y a un élan de solidarité. Il y a 4 millions de personnes. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu une manif aussi immense. Jamais. Mais néanmoins, j'ai la conviction que ça ne va pas fondamentalement changer les choses pour nous et que la peur, c'est pas comme ça en fait que les choses bougent, que les idées évoluent. C'est pas par des manifestations. Il y a un travail de raison, il y a un travail universitaire, il y a un travail de recherche, il y a un travail de conviction à mener. Et entre 2015 et 2020, les choses vont pas s'arranger du tout. On continuera à se sentir très seul. Ça va bouger. Et je pense que les gens ont senti que là, il fallait passer en mode combat, en fait. Que les temps de paix étaient derrière nous. Il faut du temps pour se faire à cette idée-là. C'est au moment du procès des attentats de Charlie Hebdo en 2020, avec l'assassinat de Samuel Paty en plein milieu. Et au fond, vous, dans cette histoire, vous n'êtes pas seulement l'avocat du journal, vous vous retrouvez à être celui qui va essayer d'expliquer, de faire une théorie de tout ça, de conceptualiser tout ça, avec plusieurs textes. Donc, la plaidoirie au procès de l'attentat du 7 janvier 2015, c'est en décembre 2020. Hein, et là, vous avez publié un livre qui s'intitule « Le droit d'emmerder Dieu », puis un traité sur l'intolérance qui, lui, est la plaidoirie de l'appel, parce qu'il y a eu un deuxième procès en appel en octobre 2022. Je précise tout ça, c'est un peu compliqué, mais tout ça, ça vous a donné l'occasion de réfléchir, d'écrire des textes, et c'est jamais le même texte. Non. Pourquoi vous n'avez pas tout simplement photocopié votre plaidoirie 3 fois? Ah non, ça c'était pas envisageable. Je suis trop exigeant à l'égard de moi-même pour. Oui, mais à chaque fois vous développez d'autres aspects. Mais parce que j'ai soif de convaincre. J'abandonnerai jamais. Je veux convaincre. Donc, si ça marche pas en traitant de la liberté d'expression sous un angle juridique, historique, philosophique, je vais aller chercher un autre angle. Et en l'occurrence, dans ce deuxième livre, un angle théologique. C'est-à-dire que je me suis plongé dans le Coran pour comprendre ce que le Coran disait de la liberté d'expression et du blasphème. Et c'est passionnant. Et en fait, j'ai soif d'apprendre moi-même. C'est plus intéressant que de se répéter à l'infini par paresse. Et alors, vous publiez un nouveau livre ces jours-ci, Après Dieu. Donc, non seulement on a le droit d'emmerder Dieu, mais en plus, on a le droit de le remplacer. De le remplacer par quoi? Là, donc, vous passez une nuit au Panthéon, vous dormez près de la tombe de Voltaire et vous discutez avec lui pendant toute la nuit. Vous n'avez pas du tout dormi de la nuit? 1 heure, j'ai somnolé 1 heure. C'est là vous aviez mis un matelas quand même. Oui, il vous installe un matelas chez Stock, ils sont sympathiques. Donc c'est pendant cette heure que les autres en ont profité pour venir me voir, Zola, Hugo, Jaurès, Gambetta. Donc, et Joséphine Baker n'est pas venue danser avec vous? Non, je regrette. Non, c'était assez masculin comme nuit. Alors il faut dire que il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes au Panthéon. Oui. C'est vrai que la parité n'est pas du tout, on n'y est pas encore. Non, même si Simone Veil est entrée. Oui, ça se rééquilibre un peu, mais on est quand même loin du compte. Puis alors, il y a tous les généraux d'empire napoléoniens, alors là, ça déséquilibre encore plus. Donc oui, d'ailleurs, ce livre devait s'appeler « Remplacer Dieu ». Voilà, formidable. Je pourrais être votre nègre. Voilà. Non, mais l'idée pour moi, en fait, c'est la même idée. C'est ne pas me répéter. Et à un moment, j'ai senti que j'ai commencé à tourner toujours autour des mêmes arguments. J'avais envie d'aller plus loin, de me renouveler. Et j'ai pensé à cette conversation avec Voltaire, qui est le précurseur du combat contre le fanatisme et les religions en France. Avec son traité sur l'intolérance.
Et toute sa vie, en fait. Il a consacré sa vie entière. Il a haïssé le christianisme. Il avait des mots d'une violence, d'une dureté qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Je me suis trompé, c'est le traité sur la tolérance de Voltaire. Le traité sur l'intolérance, c'est vous. Voilà. Vous avez vu, je suis sympa. Hein, je ne vais pas faire remarquer. Et donc j'ai voulu passer cette nuit au Panthéon avec ce dialogue fictif avec Voltaire qui m'a aidé, parce qu'évidemment, j'ai relu tout ce qui avait été écrit sur lui et tout ce qu'il avait écrit lui-même, et qui m'a aidé à aller plus loin. Et en l'occurrence, aller plus loin, c'était lui dire, bon, tu nous as emmenés sur le chemin de la laïcité, mais en fait, on constate qu'aujourd'hui, il y a un retour du religieux, que tout ce qu'on a essayé d'inventer pour remplacer les religions et leur version fanatique, c'est pas si efficace que ça. Donc maintenant, comment on fait pour inventer une transcendance, un plus grand que soi, pour trouver un sens à la vie au-delà des religions? C'est la question que je vais vous poser un tout petit peu plus tard. D'abord, je veux quand même revenir à cette situation assez rocambolesque. Donc, Richard Malka est au Panthéon. D'abord, ça caille. Il fait extrêmement froid. C'est un congélateur. C'est un congélateur. J'ai été malade comme un chien. Ah oui. Là... parce que vous avez quand même enfreint la loi 2 fois, puisque vous avez mangé du chocolat et fumé votre cigarette électronique. Eh oui. J'ai double désobéissance. J'ai failli m'accrocher au pendule de Foucault, mais enfin là, je me suis ravisé quand même. Mais pourquoi on n'a pas le droit de manger du chocolat au Panthéon? Mais parce que vous pouvez faire tomber des miettes, il y a des rongeurs, il ne faut pas. D'accord, je ne savais pas. Il y a 83 tombes dans ce congélateur. Mais... d'où est venue cette idée sinistre? C'est quand même, je sais pas, moi, on me propose de passer une nuit dans un musée, j'aurais peut-être choisi un endroit plus joyeux. Alors, mon plan B, c'était le musée de Kiev. Donc, chez Stock, ils ont vite choisi le Panthéon. Il y avait moins de frais de transport et tout ça. Mais non, mais pour moi, c'est pas sinistre du tout. Peut-être parce que mes parents habitaient rue du Chemin Vert, tout près du cimetière du Père-Lachaise, où j'allais me balader enfant. Et que pour moi, les cimetières sont pas des lieux sinistres. Oui. Peut-être aussi parce que les gens qui y sont enterrés sont plutôt bienveillants. Oui. On est en bonne compagnie. On est en très bonne compagnie. Alors, tout le monde me dit, mais t'as pas eu peur, les fantômes? Peut-être parce que je suis assez rationaliste, j'ai pas ressenti ça. Et moi, non, c'était quasiment... Enfin, c'était jouissif de passer une nuit inoubliable dans ce lieu incroyable. C'est assez haut de plafond, quoi. C'est assez haut de plafond, c'est à la gloire des idéaux révolutionnaires. La devise qui est inscrite sur la statue de Sicard, monumentale à la gloire de la République, c'est « Vivre libre ou mourir ». Donc ça parle, c'est une devise de la Révolution, c'est beau. Et puis dormir au pied de la statue de Voltaire, c'est un rêve. Ouais. Alors, par quoi remplacer Dieu? C'est la question. J'ai une liste à vous proposer. Vous me dites oui ou non. Est-ce qu'on remplacerait pas Dieu par le plaisir? Évidemment, mais ça dépend des moments de la vie. Ça peut pas être un idéal, le plaisir. C'est pas transcendantal, quoi. C'est les valeurs hédonistes, mais voilà. ça suffit pas. Ça occupe quand même. Ça occupe, mais ça suffit pas. Non, ça suffit Alors, pas. Est-ce que c'est la beauté, la vérité, l'amour? Alors ça, c'est effectivement c'est ce qu'a imaginé Auguste Comte. C'est le positivisme en fait, le beau, le juste, le vrai. Le bon. La morale, le bon. Mais attention, parce que quand on va dans la direction du bien, quand on veut le bien des autres... On fait souvent le mal, voilà. C'est Socrate. Le mal vient de ce que l'homme cherche à faire le bien. Mais parce qu'on ne sait pas ce que c'est, en fond. Et que tout le monde veut faire le bien. Et même les terroristes veulent faire le bien. Voilà, exactement. Oui. Malgré les gens, on veut leur bien malgré eux. Bien sûr. Alors, j'ai d'autres propositions. Est-ce qu'on remplace Dieu par l'univers, la science? Alors, chez moi, ça me parle. Ça, effectivement, dans ma philosophie personnelle, oui. Parce qu'il y a beaucoup de... En partie. On peut être très rationaliste et se dire, bon, il y a un univers, le monde il y a des forces inconnues. Oui, et absolument. donc, ce n'est qu'un mot, Dieu. Oui, on remplace Dieu par le Big Bang, par exemple. Oui, mais ça répond qu'imparfaitement à l'absurdité, au sentiment d'absurdité et de farce qu'est la vie. Alors, si vous n'avez pas
Enfin, à un moment, vous vous demandez, bah, au fond, quoi, ça rime, quoi. Ouais. Que- Oui, bah ça, rien n'a de oui. sens. Oui, d'accord. Je viens, je disparais. Non. Il y a un battement de cils entre les deux. Quoi que je fasse, quoi qu'on dise, ça ne sert à rien, ça ne change rien. Ça... Donc ça ne vous suffirait pas. Non. Il vous faut quand même quelque chose de plus moral ou Oui, métaphysique. il me faut de la Alors, morale, en fait. moi, j'ai une suggestion, Ouais. c'est de remplacer Dieu par l'art ou par la littérature. Et se dire que là, on a une mission plus forte, plus grande, plus Oui. belle que nous. Oui. Alors, c'est voltairien, en fait. C'est le bien du genre humain. On en revient, ça fait un peu gnangnan, mais c'est ça. C'est apporter sa petite pierre. Il faut qu'on puisse se dire ça, sinon on s'en sort pas. Pour le bien du genre humain. Alors peut-être qu'on se trompe, hein. Peut-être Ouais. qu'en fait on croit faire le bien, mais on fait le mal. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Mais si on n'a pas ça, alors ça devient. Et si on ne croit pas en Dieu, en fait, vous êtes plus arrimé à rien. Non, mais c'est la C'est phrase beaucoup de... plus compliqué d'être athée que croyant, en fait. C'est ce que dit Dostoïevski, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et Oui, à partir de là, c'est aussi ce que dit Voltaire. Ouais, Si ouais. Dieu n'existe pas, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Oui. Parce qu'il se dit, mais sinon, alors on sombre dans la barbarie, dans la Oui. sauvagerie, il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de Il n'y a morale. plus de Mais c'est limites. compliqué de se constituer sa morale personnelle plutôt que de répondre à des commandements qui viennent de l'au-delà. Et ma morale personnelle, en particulier, c'est qu'il n'y a pas de sacré. C'est précisément ça. C'est le doute. C'est il n'y a pas de dogme. C'est qu'on peut tout interroger. C'est qu'il faut écouter l'autre. C'est qu'on ne sait jamais si on a complètement raison. C'est qu'avant de plaider ou avant d'écrire, je me mets dans la peau de mon adversaire, dans sa tête. Est-ce qu'au fond, c'est pas lui qui a raison? Mais alors attendez, est-ce que vous vous êtes déjà mis dans la peau d'un djihadiste? Mais j'essaie. Alors, ça Essayez peut de choquer, comprendre, hein. Et bien de sûr comprendre comment quelqu'un va évidemment. prendre une Kalachnikov et flinguer. Mais si vous faites pas ça vous faites rien. Donc en fait. qu'est-ce que vous voyez dans leur tête? Mais d'abord, c'est fascinant. On a envie de comprendre comment Oui, bien sûr. ouais. Comment on arrive à se faire sauter avec une ceinture d'explosifs. C'est quand même. On veut comprendre, sinon on Bien peut sûr. pas y répondre. Ouais. Sinon, ça se reproduira à l'infini. Je veux leur parler, mais en fait, dans ma folie de penser que le verbe Oui, permet peut-être. tout, Oui. je me dis que je peux arriver à les convaincre d'enlever leur ceinture d'explosifs, de laisser tomber leur kalachnikov, d'arrêter de penser que c'est mal de rire de Dieu. Je veux les convaincre de la nécessité du blasphème, le plus fanatique qui soit. Mais oui. Je n'y Et renoncerai pas. Ça vous est pas arrivé, par exemple, dans des visites en prison, de parler avec des islamistes? Mais bien sûr que si. Mais dans alors, vous arrivez à converser? Dans les procès Oui. Charlie, bien sûr qu'on se parle. Je les interroge, je veux comprendre. Et je le fais vraiment avec l'esprit ouvert. Oui. Et parfois, on y arrive. Et ça, c'est merveilleux. Ah, c'est bien. Mais non, mais Ouais. vous voyez des petites lumières s'allumer. Ouais. Alors, en particulier, quand je vais parler avec des gosses qui n'accueillent pas forcément très bien l'avocat de Charlie. Ouais. Mais le discours de la liberté, ça allume des petites lumières dans les yeux des gosses, des gens. Ils se disent, on peut dire ça. Moi, j'ai pensé à un argument. Je sais pas si... Mais il faut leur parler cash. Oui. Il faut leur dire qu'ils sont libres, y compris à l'égard de leur communauté, de leur religion, de leurs parents, de là où ils viennent, qu'ils ont le droit d'être différents de leurs différences, d'y être indifférents s'ils en ont envie. On a tous les droits. Bien sûr. Et ce pays nous offre ces droits-là. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde. Et grâce à Voltaire. Oui. Et grâce à Voltaire. Il y a un argument auquel j'ai pensé, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais peut-être que oui. Moi, je suis catholique. Et je trouve ça très bien qu'on se moque de Jésus. Je trouve que Jésus-Christ est sacré, mais je comprends que ça n'est pas du tout un problème pour Jésus si on se fout de sa gueule. Jésus, il a été crucifié, il est ressuscité 3 jours après. On lui crachait dessus et il souriait. Et on le giflait et tendait l'autre joue, vous voyez. Et je pense que c'est pas parce qu'on se fout de la gueule d'un Dieu qu'il est moins un Dieu. Franchement... Est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement sortir cet argument-là? La preuve de la grandeur d'Allah, c'est qu'on peut se moquer de lui. Dieu peut se défendre tout seul. Oui. Il n'y a pas besoin... Il n'est pas fragile au point de craindre une caricature. Une croyance qu'on ne laisse pas critiquer, c'est une croyance faible. Oui, c'est vrai. Évidemment, imaginons qu'il y a un Dieu, mais qu'est-ce qu'il en a à foutre il s'en fiche. que Richard Malka
se foutent de lui. Enfin, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Mais en fait, c'est la fragilité des hommes et de leurs croyances dont il s'agit. Et quand vous êtes fanatique et que vous avez abandonné toutes vos libertés, vous supportez pas de voir qu'un autre est libre. Oui. C'est insupportable, ce miroir-là. C'est ça le problème. Donc vous voulez le supprimer pour plus avoir ce miroir-là qui vous renvoie aux chaînes que vous êtes vous-même. Oui, ou qui serait une sorte de doute. C'est le doute qui est trop... Le doute, qui refuse les dogmes. Alors revenons à Voltaire, donc traité sur la tolérance. Il a aussi écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Le fanatisme ou Mahomet le prophète. C'est pas ce qui a le mieux vieilli d'ailleurs. Non, le théâtre beaucoup moins que la correspondance. C'est la correspondance qui est magnifique. Voltaire, c'était un des premiers intellectuels engagés. Il s'est engagé notamment pour le chevalier de la Barre, qui avait 20 ans, et qui est un noble Iot, qui n'a pas enlevé son chapeau au passage d'une procession catholique. Hein. Donc c'était là, le fanatisme, c'était celui de Marligion à l'époque, 1766. Donc ce chevalier n'enlève pas son chapeau, et là, il est arrêté, torturé, décapité. On lui cloue le livre de Voltaire, le traité sur la tolérance. Sur lui. Et il a 20 ans. Ouais. Et ça, Voltaire ne supporte pas ça va le révolter, ça va être le début de son engagement en politique, en fait. Et là où c'est sympathique pour nous, cher Frédéric, c'est que tous ces engagements les plus courageux, c'est après 60 ans. Oui. Oui, c'est vrai, parce qu'il est mort très vieux. Calas, Calas, le chevalier de la Barre, Sirvin, tous ces engagements. Il devient courageux après 60 ans. Parce qu'avant, Voltaire passe 100 ans, il y a plein de raisons, et on le comprend, à écrire des livres et à dire « c'est pas moi qui les ai écrits, c'est quelqu'un d'autre ». Il va passer sa vie à ça. Ah oui, mais il faut dire qu'il a eu des problèmes. Il a été mis en prison. 2 fois. Il est mort à 83 ans, en 1778. La Pérouse est devenue une épicerie du roi en 1766. Et donc, il n'est pas impossible que Voltaire soit venu chez La Pérouse. Je voulais vous le dire parce que vous avez dormi avec lui au Panthéon. Oui, mais il n'est pas revenu à Paris pendant très longtemps. Ah, bon, alors non. Il est revenu à Paris à la toute fin de sa vie, mais il était exilé à la frontière suisse. Ah oui, je sais, à Vevey, oui. À Vevey, c'est pas gagné. Ferney. À Ferney. Et puis, alors, ce qui est dingue, c'est qu'il rentre au Panthéon 13 ans après sa mort. C'est très, très rapide. 13 ans après sa mort... Et c'est le plus ancien pensionnaire, puisqu'il y avait Mirabeau, mais les révolutionnaires l'ont déterré. Oui. C'est qui est quand même pas très gentil. Non. donc oui, c'est le plus ancien pensionnaire. C'est le symbole des Lumières, des encyclopédistes. Et les révolutionnaires vont penser à lui. Et ensuite à Rousseau, qui est placé en face de lui pour l'éternité, alors qu'il se haïssait. Oui, c'est son pire ennemi. Une question sur la statue de Voltaire. Il y a une statue donc, qui a été vandalisée aux 2 rues de Seine, tout près d'ici, par des jets de peinture rouge. Pourquoi, à votre avis, encore aujourd'hui, on en veut à Voltaire? Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a, et je le traite dans le livre, il y a... on l'accuse de colonialisme et d'esclavagisme. Alors, colonialisme, ça n'a pas... C'est surtout son rapport à aux traites négrières qui posait problème. Il y a eu plein de faux. Et on ne peut pas lui reprocher de ne pas être abolitionniste. Il l'a été, Candide, pour le coup, c'est une évidence. Mais il a fait des investissements dans la Compagnie des Indes. Donc il a peut-être gagné de l'argent avec des esclaves. Et il est probable qu'il savait ce que faisait la Compagnie des Indes. Donc, c'est pas terrible. Oui, mais enfin, comparé à son apport sur la liberté, contre l'intolérance... C'est certain. Et par ailleurs, il est inattaquable sur ses prises de position sur ce sujet-là. Mais on peut estimer que il était contradictoire. Son fonctionnement capitalistique n'était pas à la hauteur de ses principes. Arrêtez de vandaliser les statues de Voltaire. En plus, il a un menton en galoche comme moi, donc je l'adore. Une question sur le courage. Si c'était à refaire... Je ne sais pas si on vous l'a déjà posé cette question. Est-ce que si c'était à refaire, vous ne diriez pas, j'aurais peut-être... je ne sais pas. Non, je ne changerais rien. Non, mais par exemple, les caricatures de Mahomet, ne pas les publier. Non. Je vous dis ça parce que moi, j'ai été à la tête d'un journal, on m'avait proposé des caricatures,
Et à l'époque, je me suis dit, non, je ne mets pas en danger toute la rédaction, je ne peux pas. J'ai été lâche, je le dis, et je ne suis pas le seul. Toutes les rédactions et tous les journalistes français ont été lâches. Seul Charlie a pris ce risque. C'est la vérité. Donc le choix du courage, c'est aussi un choix qui vous a engagé depuis toutes ces années. Alors, d'abord, ce choix-là, pour le coup, c'est pas moi qui l'ai fait. Non, bien sûr, mais... C'est l'équipe de Charlie d'alors, c'est Philippe Val, c'est Cabu, c'est Charb. Et alors, s'il y a une question sur laquelle les gens de Charlie étaient d'accord, parce que sinon ils étaient en désaccord sur tout, les uns avec les autres, mais c'est celle de la liberté d'expression et du droit au blasphème. Mais ils ont fait ce qui était juste, ce qu'ils pensaient être juste. Charlie Hebdo, journal de dessin, de caricature, ne pouvait pas ne pas publier. Et Charlie Hebdo, si engagé dans la lutte contre le dogmatisme, les intégristes chrétiens, mais alors fallait fermer boutique si on ne le faisait pas à ce moment-là. Donc on a fait ce qu'on pensait être juste. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a... Comment le regretter ? Non, mais... On ne regrette jamais il n'en est pas question. De combattre pour la liberté. Non, mais c'est une question taboue que personne ne vous pose. Oui. Mais la réalité, c'est que tout le monde est lâche. Personne ne fait des blagues sur l'islam. Oui, parce qu'on sait qu'on va être décapité. Mais non, mais c'est là que... En fait, si tout le monde avait publié ces caricatures, il n'y aurait pas eu de problème. Pas eu de problème. Oui. C'est la solitude qui expose. C'est d'être seul qui fait que vous avez une cible dans le dos. C'est comme Salman Rushdie. Et c'est comme Salman Rushdie. Et si tout le monde se dit ça, à un moment, on est rattrapé par la patrouille. Vous ne faites que reculer le problème, en fait. Parce qu'on vous demandera toujours plus de renoncement. Et un jour, vous vous direz, mais j'ai plus le choix. Et c'est ce qui se passe. Oui. Il y a un autre type de critique. C'est Aurélien Bélanger, le 6 janvier, sur France 5. Je cite ce qu'il dit. On savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Charlie. Il y a eu des relents un peu islamophobes. C'est devenu un véhicule de supériorité civilisationnelle. En gros, ce qu'il dit, c'est nous, les Occidentaux, nous comprenons l'humour, nous sommes mûrs sur cette question, mais je caricature, mais puisqu'on est entre caricaturistes. Il dit en gros, les Arabes peuvent pas comprendre. C'est ça. C'est très étrange comme argument. C'est très raciste en fait. C'est très paternaliste. C'est très essentialiste. C'est les musulmans, eux, quand on est musulman, on est musulman jusqu'à la fin de sa vie, on n'a pas de recul, on n'a pas d'humour, et on est bêtement musulman, et on n'a pas le droit d'être autre chose. Parce que sinon, on est un traître. Et on est un arabe de service. C'est-à-dire qu'on... C'est peut-être pas complètement faux. Regardez Boualem Sansal, je sais bien. Daoud. Non, mais c'est complètement... Moi, je suis aux côtés de ceux-là. Et puis, il y a des ex-musulmans, il y a des apostats, il y a des associations partout en Europe. Et puis, il y a des poètes, il y a des intellectuels, il y a des univers qui se battent pour avoir le droit d'avoir le même rapport à leur religion que quand vous êtes chrétien, juif ou bouddhiste. C'est-à-dire pour dire, y compris, fuck ma religion. On peut avoir une distance. Oui, on peut avoir une distance, ça n'est pas un crime. Mais pour les musulmans, ce ne serait pas possible. Alors, je connais ces arguments-là. C'est compliqué de vendre des livres en ce moment. Il faut se singulariser. Tous les 4 ans, on a le droit à un écrivain qui écrit ce type de propos. Celui-là a une particularité, c'est qu'il se présente comme étant Honoré de Balzac. Bon, je veux bien, mais en fait, ce sont des slogans. C'est complètement creux. Ce Charlie Hebdo a été de tous les combats antiracistes. Quand M. Bélanger était sarkozyste, on a appelé à la dissolution du Front National. On a été de tous les combats pour les Algériens pendant la décennie noire, pour qu'ils soient accueillis, protégés en France. On a été de tous ces combats-là. Donc de quoi on parle ? C'est des slogans. Oui. Non, mais cela dit, après, je me souviens qu'au moment des attentats, il y avait même des intellectuels américains qui avaient dit qu'ils ne comprenaient pas l'humour de Charlie Hebdo. Non mais, en fait, pour résumer... Parce que c'est un humour très français, la caricature. Mais bien sûr. Outrancière et provocatrice et destructrice. On a le droit d'être autre chose qu'américain aussi. Bien sûr, oui, je suis tout à fait d'accord. Non mais, je veux dire, ces gens confondent, et parfois, alors pas lui, mais certains le font de bonne foi.
il y a une lutte contre les discriminations, contre le racisme, et on se dit, mais il faut être du côté des opprimés. Mais oui, mais pas de la religion qui opprime. On peut être du côté des opprimés et contre l'oppression religieuse. Oui. Mais sinon, on ne fait pas le travail. Sinon, en réalité, on alimente l'oppression et les discriminations et le racisme, et on en est un rouage. C'est-à-dire que interdire de critiquer l'islam, pour parler franchement, c'est être du côté des oppresseurs, du racisme et des discriminations. Si vous oubliez ça, d'abord, vous n'avez pas un discours de gauche, parce que la gauche, c'est ça, c'est l'émancipation, c'est la liberté de conscience, y compris à l'égard des religions et de toutes les religions, et islam compris. Mais pour ces gens-là, on peut avoir ce discours-là, il faut l'avoir sur le christianisme, il faut l'avoir sur le judaïsme, mais par contre, l'avoir sur l'islam, ça, c'est être raciste. C'est eux les racistes. Oui. C'est eux qui font une différence. Vous m'avez appris un truc sur le Panthéon. C'est une église qui a été construite pour fêter la survie du roi Louis XV, sauvé par un juif. L'histoire est géniale. Parce qu'en fait, Louis XV revient de campagne militaire, il est à Metz, il est très très malade. Il est si malade qu'on sonne les cloches, on lui donne l'extrême onction. Les médecins viennent, ils lui font des saignées, et ça le rend encore plus malade. Oui, bien sûr. Et donc, il a l'article de la mort, et le royaume de France se prépare à avoir un nouveau roi. Et lui dit, mais si jamais je m'en sors, je ferai construire une basilique sur la montagne Sainte-Geneviève en l'honneur de Sainte-Geneviève. Et finalement, en désespoir de cause, on fait venir un médecin juif qui a bonne réputation à Metz. Qui s'appelle Isaïe Ullmann. Absolument. Et en 3 jours, ce médecin va se rendre compte que c'est probablement une dysenterie et va soigner le roi qui va se rétablir. Et donc, c'est pas une basilique qu'il aurait dû construire, c'est une synagogue, en réalité. Mais finalement, ça ne sera ni une basilique ni une synagogue, puisqu'elle va prendre du retard dans sa construction. Oui. Elle sera pas finie au moment de la Révolution, elle ne sera donc jamais consacrée. Et les révolutionnaires décident d'en faire un temple républicain de leur nouvelle religion républicaine. Oui, voilà. Et alors, vous êtes pour la modification de l'article 1er de la Constitution. Ça, c'est assez marrant. C'est dans votre livre. Hein. Oui, je le propose à Voltaire. J'invente rien. Donc, je rappelle le premier article de notre Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et vous voulez enlever le mot démocratique et remplacer par athée. Non, je laisse tout, mais je rajoute athée. D'accord. Voilà. Et pourquoi laïque ne suffit pas? Est-ce que laïque... alors là, on rentre dans des discussions précises. Non. Laïque, effectivement, laïque, c'est dire les lois des hommes sont au-dessus des lois de Dieu, on ne reconnaît aucune religion, on ne se prononce pas sur la question. Vous voudriez que la France aller soit plus athée. Loin. Voilà. C'est vraiment, en tant que nation, nous ne croyons pas en Dieu. Vous allez avoir du mal. Ça me plaît. Oui, mais vous allez avoir du mal. Ça résoudrait plein de problèmes, là, en fait. C'est-à-dire que non seulement vous aurez du mal avec les musulmans, mais avec les chrétiens en plus. Ça, du mal avec tout le monde. Vous avez envie d'avoir tous les... Ça vous suffit pas d'avoir des islamistes, vous allez avoir tous les intégristes catholiques sur le dos. Ça veut pas dire qu'on interdirait les religions, mais c'est une proclamation de liberté. Oui, en fait. d'athéisme. Ouais. Page 36, vous racontez une belle conversation avec Robert Badinter sur le besoin de foi chez les déshérités. Ah oui. Vous lui parlez du Panthéon et vous dites Robert, ce bâtiment t'attend. Mais je trouve que c'est une bonne idée. Ce serait une bonne idée que Robert Badinter rentre au Panthéon. Ça me semble être une évidence. Ouais. Et je ne sais pas si vous l'avez proposé au président de la République. Je discute rarement avec le président de la République. Je ne fais pas partie de ceux qui lui envoient des SMS la nuit. Mais je crois que c'est dans la tête du président de la République aussi. En tout cas, il l'a dit dans son discours hommage à Robert Badinter. Ouais. Là, pour l'instant, c'est Marc Bloch, un historien résistant qui a été exécuté en 1944, qui devrait être le prochain à entrer au Panthéon. C'est une très bonne idée. J'ai une liste de candidats à vous proposer. Parce que moi, je suis pour l'entrée, par exemple, de Marcel Proust au Panthéon. Il est au Père-Lachaise. Il y a très peu d'écrivains, en fait. Mais oui, ça manque. Il y a très peu d'écrivains. Alors, il y a une plaque aux écrivains morts pour la France. Mais oui. Donc, alors, Proust au Panthéon, ça vous... L'idée, en fait, c'est que c'est pas... C'est pas l'Académie française. Non, c'est pas l'Académie française. Il faut avoir eu des actions... Oui, c'est vrai que Proust n'est pas un auteur engagé. Non.
Bon, alors j'avais d'autres propositions. Charles Baudelaire, qui est au cimetière du Montparnasse. Ah oui, mais alors pareil. Baudelaire au Panthéon, il est... Oui. Là, on n'y est pas. Là, c'est Alors pas là, le bon on n'y est moment. vraiment pas. Hein. C'est un type qui a écrit Les Fleurs du Mal. Arthur Rimbaud, il est enterré à Charleville-Mézières. Et Ils sont plus proches de la Constellation que du Panthéon. Ouais, bon, alors dommage. Et sinon, je pensais à Colette. Parce que Colette, elle est au Père-Lachaise. Et puis, c'est une femme. Et elle a beaucoup fait pour la libération de la femme, pour l'émancipation. Elle, ça marcherait un peu. Peut-être que ce serait pas ça mal. rééquilibrerait un peu. Oui, voilà. Donc, je vous êtes d'accord sur Colette. Allez, on retient Colette. J'ai ce jeu très, 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 très célèbre. Et puis, elle est avant-gardiste. Oui, mais bien sûr. Attendez, une romancière qui se déshabille sur scène. Oui, j'aime bien l'idée. Au Panthéon. J'aime bien. Comme Joséphine Baker, d'ailleurs. Donc, ce jeu s'appelle Devine tes citations. Richard Malka, je vous lis des phrases de vous qui sont glanées dans toute votre œuvre. Vous devez vous souvenir où ai-je écrit ceci. D'accord, mais avec un préalable. En fait, il y a tellement de choses dans ma tête que j'ai N'ayez pas peur. Une ardoise magique et vous effacez et j'efface. Ah oui. Alors, où avez-vous écrit ? Il y a un islam des Lumières et un islam des ténèbres, dont le principal ennemi est l'islam des Lumières. Ça, c'est le droit d'emmerder Dieu. C'est dans Traité sur l'intolérance, vous avez paumé. Ah merde, je confonds mes deux plaidoiries. C'est deux plaidoiries, oui, c'est 2023. Oui. C'était pour ce texte-là que vous aviez beaucoup lu le Coran, pour le procès en appel. Et alors, vous parliez des mutazilites. Oui, absolument. Donc, vous dites, il y a un islam des mutazilites et un islam des salafistes. Oui. C'est qui les mutazilites ? C'est génial. Apprenons des choses. C'est la première école de pensée de l'islam officielle. Donc on est à Bagdad, vraiment au 8e, 9e siècle, 10e siècle. Et leur principe, c'est la raison. Le principal pilier de l'islam, pour eux, on est vraiment au tout début de l'islam, ça doit être la raison, le libre arbitre. Alors c'est pas des saints non plus. Et puis ils font la guerre aux autres. Et surtout, il professe la nécessité du commentaire. On ne prend pas un texte de matière fondamentaliste et littérative. On le commente en permanence. Et ils vont influer grandement et le christianisme et le judaïsme, parce qu'à l'époque, tout ça, il y a des échanges. C'était l'époque où tout le monde commentait tout le temps. Ça. Et malheureusement, ils vont se faire complètement supprimer de l'histoire par les intégristes handbalites, les ancêtres des wahhabites, qui, eux, prônent le respect du texte. Le respect du texte, et surtout, cette différence fondamentale, pour les intégristes, Dieu est incréé. Et à partir et Mahomet et le Coran, et surtout le Coran est incréé. Ça veut dire qu'on ne peut pas le discuter. Si le Coran descend directement du ciel, vous ne pouvez pas le discuter. Alors que pour les mutazilites, c'est Mahomet, donc un homme qui livre le Coran. Et à partir du moment où c'est un homme, il faut l'interpréter en fonction de l'époque, de quel est cet homme, il a pu se tromper de lui-même, et donc toutes les interprétations sont possibles. Et ça fait une différence fondamentale. Et depuis 12 siècles, l'islam va de l'un à l'autre d'un mouvement d'ouverture qui a apporté beaucoup à l'humanité jusqu'au 12e, 13e siècle, et puis d'une fermeture et d'une radicalité. Et nous vivons ce moment-là. Et il faut être à côté. Et il faut être pour les mutazilites. Des mutazilites et de ceux qui veulent réformer l'islam. Et moi, j'ai une affection particulière pour Mahomet Mahmoud Taha, qui était un penseur, un théologien soudanais, qui avait une pensée très révolutionnaire sur la manière d'interpréter l'islam, et qui a fini exécuté à 75 ans, je crois. On ne sait même pas où est sa tombe. Mais il y a eu des mouvements, et il faut les aider, il faut être à côté de ceux-là, plutôt qu'à côté des radicaux. Je précise que vous... Au nom du respect. Richard Malka, vous êtes le petit-fils d'une arabe. Non, alors d'une arabe, oui, on peut même dire un peu fils, parce que moi je me considère moi-même comme arabe. J'ai une partie de ma culture dans ce creuset dans lequel il y a un peu de France, et puis il y a un peu de judaïsme, et puis il y a un peu du Maroc, où mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, et puis on peut remonter comme ça sur des dizaines de générations, ont vécu. Donc c'est une partie de ma culture. Oui, parce qu'il ne faut pas que les gens croient
que On peut être juif et Malka, arabe, en c'est fait. un juif. Non, vous vous en foutez autant du judaïsme que de toutes les autres religions. Alors, je m'en fous pas, parce que ça me passionne, mais l'islam me passionne aussi. Je l'ai autant étudié que le judaïsme. Et puis ça fait partie de l'histoire humaine. Je dis ça parce que vous êtes auteur d'Emmerder Dieu et Après Dieu. Mais j'emmerde toutes les religions. Ah, voilà, merci. C'est ça que je voulais vous entendre dire. Clairement. Ouais. Autre phrase de vous. Cette nuit-là, j'ai connu l'amour. Et bam. Non, on parle de totalement autre chose. Okay. Cette nuit-là, j'ai connu l'amour et l'immortalité. Avec les ténèbres entre les deux, j'ai su que je venais de me damner. Ma nouvelle vie pouvait commencer. Ça, c'est plus simple, c'est Le voleur d'amour. Le voleur d'amour. Donc, Richard Malka est auteur de bande dessinée. Celle-ci, Le voleur d'amour, est parue en 2024. C'est l'histoire d'un vampire né à Venise en 1780 et qui vit à Manhattan. C'est peut-être Donald Trump, d'ailleurs. Je ne sais pas. Non, il n'est pas né à Venise. Non, parce qu'il est beau, mon voleur d'amour. Non, mais vous êtes scénariste de 22 bandes dessinées. 27, je crois. 27. Et ça, c'est une bande dessinée, pour le coup, elle n'est pas de moi. C'est une adaptation d'un de mes romans chez Grasset. D'accord. Mais oui, j'ai 27 bandes dessinées. J'ai eu une vraie vie d'auteur de bande dessinée. Avec la vous en parlez moins souvent on vous en fait moins souvent parler que de Charlie Hebdo. Et pourtant, je sais pas, j'en ai vendu 1 million. Quoi. Oui, c'est vrai. Mais j'ai une vraie vie. Pendant une décennie, les gens me connaissaient comme auteur de bande dessinée. Et je me suis beaucoup amusé. Ça continue, puisque Le voleur d'amour, c'est l'année dernière. Absolument, et puis j'en ferai d'autres. Oui. Une autre phrase. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Ah, j'ai dit ça, moi. Mince. Dans un livre ? Non, il y a un piège. Ah oui, ça ne me dit rien dans un livre. Alors là... Ah, c'est quand même pas... J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. C'est de Voltaire. C'est de Voltaire. Mais oui. Mais j'aime beaucoup cette phrase. Je ne connais pas toutes les citations de Voltaire. J'adore cette phrase-là. Il a beaucoup écrit, quand même. Oui, bien sûr. Non, mais c'est excellent. C'est excellent. C'est tellement vrai. Mais oui, bien sûr. D'ailleurs, il vit on choisit d'être heureux parce qu'on est mieux, on va mieux. Mais clairement, et il vit jusqu'à 84 ans. Ce qui est énorme à l'époque. Ça n'existe pas. Il était éternel. Et il est drôle. Et il est méchant. Il est d'une cruauté. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, encore une phrase. La population de mon pays était divisée entre ceux qui avaient peur et ceux qui faisaient peur. C'est Tyrannie. Tyrannie, c'est votre premier roman en 2018. Ouais. Donc, il faut savoir aussi que non seulement il est scénariste de bande dessinée, avocat, mais aussi romancier. C'était une dystopie orwellienne qui était d'ailleurs très proche de celle de Boualem Sansal. Boualem Sansal, il avait publié en 2015 2084. C'est bien de parler de lui. Et oui, et Boualem Sansal est toujours détenu en Algérie pour ses idées. Et il a 75 ans. Et je sais que vous militez pour sa libération. Comment ne pas le faire quand on écrit, juste quand on est un honnête homme, quoi. Ouais. Encore une citation ? Allez. Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. Ah, ça, c'est Pyrrhus II sur le champ de bataille. On est dans la Grèce antique et il est trahi par ses généraux. Et repris aussi par Voltaire. Voltaire aussi l'a ressorti, celle-là. Vous avez vu des amis s'éloigner comme ça Le tri s'est fait il y a déjà un moment. Ouais. Donc, maintenant, les gens qui vous supportent sont solides. Oui. Et ça, c'est bien. Pour aller à la guerre, c'est mieux de savoir que quand on va se retourner, on ne sera pas tout seul. Donc, oui. Là, heureusement, pour mener ces combats-là, il faut quand même une tribu. J'ai une dernière citation de vous. OK. Qui peut aussi servir de conclusion à notre déjà, conversation. Ça passe vite. Mais c'est vrai, mais ça fait quand même quelques 50 minutes que nous parlons. Alors, je vous cite. « C'est notre rêve commun depuis 300 ans, et nous n'en avons pas de rechange. Il n'y a pas de salut dans la lâcheté. J'espère que nous ne serons pas la génération... » Ça, c'est le droit d'emmerder Dieu. Dans le droit d'emmerder Dieu. Arrêtez de m'interrompre. J'espère que nous ne serons pas la génération qui aura tourné le dos à son histoire et à son avenir. J'espère. Je l'espère aussi. J'espère vraiment. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, Richard Malka. Merci à vous. Cette émission vous était présentée en partenariat avec le Figaro Magazine, le magazine des Haribo, les aristos bohèmes. Je vous rappelle qu'il faut absolument lire Après Dieu de Richard Malka aux éditions Stock. L'ingénieur du son se nommait Thomas François. La réalisation vidéo était de Chloé Becbédé.
le montage de Manon Mestre. Et n'oubliez pas, lisez des livres, putain, sinon vous mourrez idiot!